beaucoup. Parfait. Bon, bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'entendre? C'est Oui, bien? Ok. Aujourd'hui, nous continuerons notre étude de la série psychologique de Joanna de Angelis avec quelques réflexions basées sur l'ouvrage Jésus et actualité. Dans la première partie de cette étude, nous avons parlé un peu de l'auteur Joanna de Angelis, du médium Divaldo Franco. Nous avons également fait une présentation générale de l'ouvrage. Je pense que vous vous rappelez tous peut-être. Nous avons parlé de la façon dont la série psychologique était prévue pour ces moments actuels, des douleurs émotionnelles intenses sur la planète. Et maintenant que nous n'avons plus autant des besoins matériels urgents, où il n'y a jamais eu si peu de faim, si peu de maladies et de dangers. Pourtant, l'homme n'a jamais été aussi malade de l'homme. Joanne explique que nous sommes appelés en éveil à l'âge psychologique, l'âge de l'esprit, par la douleur, commençant déjà à ressentir de la fatigue due à la matérialité et à la brutalité qui ont prédominé tout au long de notre voyage évolutif. Nous commençons à ressentir les vides et à remettre en question nos raisons d'exister ainsi que nos raisons de vivre. Connaissant ces besoins, la spiritualité supérieure nous envoie les consolateurs promis, les nouveaux livres prévus dans l'Apocalypse. Je voudrais citer ces passages d'Apocalypse pour commencer, en rappelant qu'Apocalypse signifie enlever les vols ou révéler ce qui était couvert. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ce texte de l'Apocalypse est plein de symboles et nous pouvons nous demander quels seraient ces livres. Aussi, comme prévu dans la Bible, dans les Corinthiens, ces nouvelles connaissances qui viendraient semblaient annoncer un grand projet idéalisé depuis la nuit des temps. Les moments propices pour mettre fin à l'idée de la mort et fournir à l'humanité tous les outils pour sa prise de conscience et sa responsabilité pour toujours. Donc, regardez comme c'est intéressant. Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il a mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes les choses. Enfin, que Dieu soit tout en tous. Ainsi, avec la fin de la mort, il nous reste cette idée du début d'un grand voyage. Et tout au long de la série psychologique, Joanna nous montre une voie à suivre pour ce voyage. Nous avons également commenté plus tôt à quel point il est intéressant de penser que les premiers mots du premier livre de toute une série de titres est Jésus, soulignant qu'il est le commencement. Nous devons commencer par lui.
Il semble donc que la bienfaitrice, qui Joanna, elle a voulu renforcer une fois de plus, il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne verra le Père qu'à travers lui. Donc, pour vous rappeler un peu, dans les premières études sur Jésus et actualité, nous avons parlé de la loi des dieux personnifiée en Jésus, puisque nous n'avons toujours pas la portée spirituelle pour aller directement à lui. Rappelons-nous que c'est lui qui est venu à nous. Ce n'est pas nous qui sommes montés à lui. Il s'est réincarné dans la matière, personnifiant la miséricorde de l'amour de Dieu. Certains courants chrétiens parlent de Jésus comme de Dieu lui-même sur terre, dans la chair. Mais pour nous, les spirites, nous savons que Dieu n'est pas capable de représentation. Les esprits expliquent que nous n'avons pas les mots ou les capacités pour les voir. Nous ne pouvons donc que les sonder par ces lois ou par ces belles axiomes des sciences. Il n'y a pas d'effet sans cause, comme on lit dans les livres des esprits. Donc, donner l'idée de rassembler la cause de la création pour essayer de se rapprocher de Dieu. Dans le spiritisme, nous comprenons également que les lois de la matière sont les mêmes lois morales qui régissent l'univers entier. Nous avons donc identifié 4 caractéristiques de cette loi qui seraient personnifiées en Jésus. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier serait le pardon et l'autopardon, exprimé par la loi de charité, d'indulgence et de bienveillance envers tous. L'amour, le travail, qui sera l'action de créer, la nature même de la raison pour laquelle nous avons été créés. Servir et servir sera toujours notre sang existentiel. Et le repos, qui n'est pas exactement ne rien faire, comme on le comprend souvent, mais c'est un changement d'activité, de réflexion, un mouvement d'intériorisation qui favorise le repos et la récupération. Donc, on peut même faire une analogie de ces 2 dimensions de la loi avec les archétypes de animus et anima présents dans notre inconscient collectif et représentés dans les polarités masculines et féminines de la création. Donc, le travail serait l'animus, masculin, l'action, et le repos, l'anima, féminin, la introspection. Ensuite, en traitant de la deuxième partie du titre Actualité, nous parlons de certains des principaux défis auxquels nous sommes confrontés le long de ces chemins. Nous parlons du problème de la justice, puisque nous sommes tous débuteurs, de l'obstacle de la peur qui nous empêche souvent de marcher, de la question de la possession qui nous échappe avec les plaisirs passagers, fatigants, avec des vices. Et le dernier aspect problématique que nous avons évoqué à propos des affaires courantes est la question du jugement qui nous empêche de nous voir et de voir les autres. Donc, ce sont quelques-uns des obstacles qui agissent constamment sur nous et qui nous explorerons davantage lorsque nous parlerons des complexes dans la suite de ces études. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'approfondir notre compréhension de cette œuvre qui est si petite, si simple en apparence, mais qui est très riche en contenu. Comme Lady Joanna, elle est directement conçue pour toucher les cœurs des hommes.
Donc, nous essayons toujours de commencer notre étude avec une réflexion sur Kardec comme un moyen de laisser nos empreintes digitales et de remercier les codeurs pour tout son engagement et son altruisme avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret, il n'y a de secret pour personne. Il parle un langage clair, sans ambiguïté. Chez lui, rien de mystique, point d'allégorie susceptible de fausses interprétations. Il veut être compris de tous, parce que le temps est venu de faire connaître la vérité aux hommes. Loin de s'opposer à la diffusion de la lumière, il la veut pour tout le monde. Il ne réclame pas une croyance aveugle, il veut que l'on sache pourquoi l'on croit, en s'appuyant sur la raison. Il sera toujours plus fort que ceux qui s'appuient sur les néants. Allan Kardec, conclusion, le livre des esprits. Références conceptuelles et bases scientifiques. Comme nous en avons déjà parlé, Joanna travaille principalement avec les concepts élaborés en pratique clinique par Carl Gustav Jung. Parlons un peu de qui était Jung. Carl Gustav Jung était un psychiatre et psychothérapeute suisse qui a fondé la psychologie analytique. À la lumière de la découverte de l'inconscient, il a proposé et développé des concepts tels que type psychologique, soi, archétype, complexe, ombre, inconscient collectif, anima et animus, entre autres. Le concept central de la psychologie analytique est l'individuation, les processus psychologiques d'intégration de tous les contraires fragmentés dans la psyché, de devenir un, indivisible. Un processus à plusieurs niveaux. Avec chaque nouvelle incarnation, nous avons un nouveau niveau des possibilités d'individuation. C'est un nouveau projet, une nouvelle réalisation de soi. L'intégration de l'ombre à la lumière de la conscience, tout en conservant sa relative autonomie. Même la individuation totale qui est l'état christique. Moi et le Père sommes un. Jung considérait l'individuation comme le processus central du développement humain et Jung et Joanna nous présentent Jésus comme les représentants ultimes de ce processus. C'est un être humain intégral. Bon. Cette image, c'est un schéma de la psyché, ou psyché, je ne sais jamais. Il les voit comme un système fermé. Jung il le voit comme un système fermé, où l'énergie psychique ne peut pas quitter, seulement changer de position. Donc peut-être que celui qui étudie ici la psychologie de la gratitude s'y rappelle que nous avons parlé très brièvement de chacun de ces concepts comme une courte introduction. Je vais répéter quelques idées juste pour vous rappeler. Nous avons parlé de la psyché dans son ensemble. Nous sommes psyché et en même temps, nous y sommes émergés. Nous avons un psychisme, mais il existe en communion avec les tout, sans opposition ni antagonisme. Bientôt aussi, sans contour facilement identifiable, net, ce qui rend difficile une étude scientifique en laboratoire. Au moins pour l'instant, on n'a pas la technologie encore. C'est pourquoi la psyché se manifeste et est connue par ses instances. Donc, nous avons parlé de l'ego, qui est précisément l'instance qui fait les ponts entre ces tout-là et les soi.
C'est ce qui donne au sujet les contours, étant l'instrument que nous devons apporter de l'inconscience à la conscience pour tous les potentiels et la connaissance que nous portons en sémence. Donc, nous ne prenons conscience de quelque chose qui, lorsque notre ego perçoit, voit et assimile ces contenus. On dit aussi que plus l'ego est fort, lucide, mature, mieux c'est. Plus qu'il peut apprendre sur lui-même, mieux c'est. C'est notre meilleur serviteur, mais un patron terrible. Nous avons parlé un peu de l'inconscient, qui est tout notre bagage et toutes nos expériences collectives, individuelles, bien au-delà de ce que notre cerveau ou notre conscience peut saisir rapidement en une seule fois. Et par analogie, pour être plus clair, les concepts, la conscience, elle est comme un bouchon flottant sur l'océan. L'océan est l'inconscient. Un épingle coincé dans ces bouchons est l'ego. Donc, l'ego, il pense qu'il est tous les sujets, l'ombril du monde, mais il n'est que l'épingle coincé dans les bouchons. L'inconscient est tout cet océan inconnu. Jung séparait l'inconscient collectif et l'inconscient individuel aussi. Et dans les collectifs, c'est là que nous trouvons les archétypes, l'anima et animus, qui sont les principes féminins et masculins dans la création, ainsi que tous les symboles et souvenirs d'expériences qui nous identifient comme humanité et esprit immortel. Dans l'inconscient individuel, nous trouverons nos souvenirs de cette incarnation depuis les moments de la fécondation et aussi nos complexes. Nous avons aussi parlé un peu du soi, les soi, identifiant qu'il est les PDG, les patrons de ces projets. Selon les mots de Joanna, soi est l'esprit immortel, héritier de lui-même. Il est l'impulsion qui nous pousse vers l'évolution inévitable, notre Christ à l'intérieur. Ensuite, nous avons également parlé de l'ombre, qui est tout ce qui est dans l'inconscience, ce que je ne sais pas, ce que je ne sais toujours pas sur moi-même et sur le monde, et tout ce que j'essaie de cacher. L'ombre, c'est aussi les choses que je n'ai pas encore vues, c'est-à-dire donc donc je ne sais même pas qu'elles existent, ou celles qui d'une certaine manière j'ai vu mais je n'ai pas aimé et qui sont désormais refoulées. Ces mouvements de déni, fruit de l'ignorance, est ce qui me conduit à projeter mon ombre à l'extérieur, sur l'autre. Donc, ça marche un peu comme ça. Tout ce qui existe lutte pour exister. Ce truc ne disparaîtra pas juste parce que vous ne voulez pas les voir. Il faut se rappeler, c'est un système fermé. Donc, alors ce que vous ne voulez pas voir à l'intérieur, vous le verrez à l'extérieur. Jung est si ferme sur ces concepts qu'il a dit c'est à quoi nous ne faisons pas face en nous-mêmes, nous finissons par les trouver en tant que destinés. Donc, dans ces survols des concepts clés, nous avons aussi brièvement parlé de la conscience, qu'il existe différents niveaux de conscience, qu'il est fait que nous ayons la conscience comme un concept, conscience, ne signifie pas que nous sommes conscients de quelque chose. Parce qu'être conscient signifie une certaine transformation.
La conscience requiert un mouvement d'intégration. C'est la, c'est la naissance d'un troisième être à partir du choc initial entre les soi actuels, personnifiés dans l'ego, et ma propre ombre, acceptée en moi ou projetée sur l'autre. Il faut avoir ces chocs entre les deux. D'une manière ou d'une autre, il doit y avoir ces conflits, cette friction inévitable pour que la naissance de la conscience se produise. De la frustration de l'ego, la naissance du soi est possible. Et enfin, on parle aussi de l'individuation. Quel est ce processus de devenir indivisible, atteindre les soi, devenir un avec tout, loi et création. C'est un état qui existe déjà dans la psyché en potentiel, mais qui n'existera pas réellement en nous lorsqu'ils nous réaliseront ces voyages. À titre d'exemple, juste pour réfléchir, nous pouvons penser au mythe d'Éden. Nous étions au paradis de l'inconscience. Nous ne nous connaissons pas, mais nous avons mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal. Nous avons commencé le chemin de la prise de conscience pour retourner au paradis en sachant qui nous sommes et notre place dans la création. Au paradis, la première chose qu'on a fait, c'est de commencer à nommer les choses, symbolisant notre ignorance absolue de tout. Il est important de se rappeler que toutes ces instances de la psyché interagissent et agissent constamment dans nos vies. Elles ne sont pas complètement indépendantes, comme c'est ici dans le schéma. Elles ne sont pas séparées. Et la séparation est purement didactique pour faciliter notre compréhension. Et notre travail est de faire passer tous ces contenus de l'inconscient à la conscience. Et nous les ferons. Cela vous plaise ou non. Pour l'instant, nous pouvons les mettre de côté, mais c'est un processus qui se produira. Parce que ça vient de la loi, et peu importe que tu le veuilles ou non, c'est cet aspect autoritaire de Dieu, j'ai l'habitude de dire. Il ne vous a pas consulté avant de créer, et il ne vous demande pas non plus votre avis là-dessus. Eh bien, maintenant nous allons rentrer dans notre étude pour aujourd'hui, les concepts d'archétypes dans l'œuvre Jésus et actualité. Quels sont les archétypes? Les mots viennent du grec arc, qui signifie premier, et typon, qui signifie marque, timbre ou modèle. C'est donc les marques ou modèles primordiaux, initiaux, qui constituent le cadre psychologique de l'individu, permettant l'identification de la créature humaine. Une caractéristique importante de l'archétype est qu'il est neutre. Selon les couples synotes, les psychothérapeutes jungiennes et les érudits de Joanna, une façon très claire d'expliquer l'archétype est de penser à un moule à gâteau. Cela donne de la structure, mais chacun aura une saveur différente, d'autres couleurs, d'autres textures, d'autres odeurs. Ce sera toujours une expérience unique, mais la forme est la même. Donc, ce qui est intéressant à penser, c'est aussi que ce qui est hérité, ce n'est pas l'expérience, mais le potentiel d'expérimenter les rôles et des situations d'une certaine manière qui est humaine. Un archétype n'est pas identique à ces manifestations, mais sert de toile de fond
à l'expérience. Ce sont les expériences de l'individu qui les rempliront. Donc, selon les mots de Jung, les archétypes sont des systèmes de préparation à l'action et en même temps des images et des émotions, ce qui ne peut en aucun cas être attribué à des acquisitions individuelles. Elle appartient à l'humanité en général et non à une psyché individuelle en particulier. Les archétypes sont avec nous depuis toujours. Ils sont constamment rafraîchis. Ils sont au cœur de tout ce que nous sommes. C'est la matière structurelle qui nous identifie en tant qu'espèce. Toutes les tentatives humaines dans l'histoire, tous les efforts, toutes les expériences et possibilités humaines sont les modèles structurels qui nous façonnent. Platon utilisait déjà ces mots archétypes. Peut-être que tout le monde a entendu parler du mythe de la grotte. La grotte. Euh, il a compris que le monde matériel est une copie imparfaite et moins nette du monde des idées, le monde réel. Aniel a déjà fait, un analyste qui a travaillé avec Jung, qui a également organisé les livres Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, explique mieux cette idée en disant que l'archétype serait la nature pure et non corrompue. J'essaie de clarifier un peu plus. Si nous pensons à la mythologie, par exemple, comment est-elle arrivée? Il y a des projections, des récits, des histoires que nous racontons pour faire face à nos émotions et aux situations incertitudes de la vie. Parce que tout nous est inconnu. Donc, nous avons les besoins de nommer et d'organiser le monde en cherchant la conscience. On sent, mais on ne sait pas expliquer. Nous regardons la vie et nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous avons donc besoin de chercher des explications, de la compréhension, de la sécurité. Donc, pour donner un exemple, si je me sens jaloux, un sentiment inconfortable, douloureux, ma première impulsion est de ne pas me regarder en connaissance des causes, pensant que j'en suis responsable. Nous n'avons pas encore pleinement acquis cette capacité. Notre impulsion est de créer un mythe, une histoire, et de les projeter sur un Dieu, une force de la nature, quelque chose en dehors de moi qui m'a rendu jaloux. Et ainsi, petit à petit, nous commençons à comprendre ce qui nous appartient. D'abord, s'y projeter sur l'autre, hors de nous, puis obligé de nous confronter. C'est aussi à travers ces mythes que nous construisons un ensemble d'expériences, des récits, des possibilités qui sont humaines. Les archétypes seraient donc ce qui se cache derrière ces phénomènes, lui donnant des formes. Donc, il n'y a pas d'archétype d'une expérience qui ne soit pas humaine. Jung il dira que les conditions psychologiques de l'environnement laissent naturellement derrière elles des traces mythiques similaires. Les situations dangereuses, qu'elles soient un danger pour les corps ou des menaces pour l'homme, provoquent des fantasmes chargés d'affection et dans la mesure où de telles situations sont typiquement répétées, elles donnent naissance à des archétypes. Ce qui nous fait penser à nos créations archétypes actuelles aussi. Reste la réflexion pour faire à la maison. C'est quoi les archétypes que nous sommes en train de créer à ce moment? Lorsque nous n'avons plus autant de menaces physiques, cependant nous avons tellement de nature d'âme.
Nous ne pouvons pas oublier qu'y penser, y ressentir vont de pair comme une seule force aussi. Ainsi, ces symboles signifiants, images, sons et les significations, les concepts que nous leur attribuons, sont aussi chargés des forces émotionnelles, des émotions, donc des puissances créatrices. Et parce qu'elles sont chargées d'affection, ces expériences héritées favorisent une impression symbolique, comme une cristallisation des choses qui font de nous des humains. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir avec nos yeux physiques, mais on peut étudier leurs phénomènes, leurs comportements, leurs résultats, tout ce qui découle des archétypes. Par conséquent, indirectement, nous pouvons savoir qu'ils sont là. C'est comme ça que Jung a construit la théorie. Selon la compréhension de Jung, le corps a une préhistoire anatomique des millions d'années, tout comme les systèmes psychiques. C'est un héritage psychique, une sorte d'ADN psychique mental. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, il a de nombreuses années déjà, mon psychiatre étudiait sérieusement cela avec des chercheurs réputés au Brésil et à l'extérieur. C'est-à-dire que cette compréhension viendra, la science arrivera à démystifier l'esprit, la réincarnation et les archétypes. Il y a de nombreuses recherches à ce niveau-là. Selon les mots de Jung, les archétypes sont des modèles des comportements hérités, tout comme notre fonction biologique physiologique soit sous un schéma. Un schéma, oui. L'archétype est tout comme un ordre biologique, mais de notre fonctionnement mental. Au lieu d'être le corps, il agit dans l'esprit, c'est-à-dire dans la psyché. Cela signifie que tous les êtres humains portent l'histoire de l'humanité et toutes les expériences déjà vécues en haut, dans l'inconscient collectif, et les archétypes sont les formes identifiables de cette expérience. À travers les archétypes, nous sommes amenés à répéter certaines situations comportementales typiques. En ce sens, on pourrait confondre archétype avec instinct, mais Jung précise que les instants sont des formes de réactions qui se répètent de manière uniforme et régulière, une sorte de comportement qui est toujours le même. Et ce qui différencie les humains des autres animaux, c'est que nous construisons ces récits symboliques en plus que des instants. C'est pourquoi ils ne sont pas la même chose. Nous ne faisons pas qui réagit. Nous cherchons à expliquer, nous imaginons des histoires, nous racontons, nous avons le besoin de partager ces connaissances aussi. Ce qui témoigne de notre vocation créative. Joanne explique qu'il est très difficile de classer les archétypes, car il n'y en a autant que des circonstances, des personnes, des lieux et même des objets qui ont une force émotionnelle pour des groupes d'individus. Autrement dit, tout aspect qui dure un certain temps et qui porte un contenu affectif finit par constituer un archétype. Donc, c'est beaucoup d'archétypes. Mais il est important de souligner que c'est de l'archétype primordial qui surgent tous les autres. Et notre archétype primordial est le soi. Donc, l'image des dieux en nous. Selon les mots de Joanna, le soi, il préside au processus de développement qu'il est impératif d'accomplir à travers les expériences qui font partie des statuts de la vie.
Ensuite, à partir de celui-ci, tous les autres archétypes sont créés et mis à jour. Jung a identifié que les faits les plus courants de la vie quotidienne qui se répètent, être père, être mère, enfant, mari, femme, produisent les archétypes les plus puissants. Donc tout le monde est un fils, il y a toujours une mère. Donc logiquement, après l'archétype des dieux, soit, qui est l'archétype des coordinations de notre vie psychique, vient l'archétype maternel. Ensuite vient l'archétype paternel, puis tout le monde. L'héros, les sages, la mage, ombre, explorateur, innocent. Donc, Jung a pu identifier une série d'archétypes. Donc, comme vous pourrez voir là, je vais citer quelques-uns rapidement. Persona, c'est un archétype aussi, qui est l'image que nous donnons de nous-mêmes aux autres. La persona, elle correspond pas parfaitement à qui nous sommes et il ne révèle pas tous les traits des personnalités. C'est parce que elle est conforme aux normes de la société, dépendamment d'où, quel est les contextes. Un autre, c'est la grande-mère. C'est l'archétype de la grand-mère est lié au comportement et aux représentations qui se sont faites de la figure maternelle au fil du temps, qui peuvent être positives ou négatives. Toujours pour être positive ou négative, ok? Mais c'est comme, c'est juste pour considérer les pouvoirs de donner la vie et d'enlever la vie qui porte ces archétypes-là. L'ombre, cet archétype consiste en des caractéristiques de nous-mêmes que nous cachons aux autres. Et vieux sage, c'est l'archétype de la sagesse. Cela motive les gens à découvrir les mystères de la vie et aussi à rechercher des personnes pour assumer les rôles principaux. Anima et animus, les archétypes qui sont l'image miroir de notre sexe biologique. Par conséquent, l'animus est l'énergie masculine qui existe chez la femme, les côtés rationnels, et l'anima est l'énergie féminine qui existe chez l'homme, les côtés émotionnels. L'héros aussi, c'est un archétype qui gagne ses bouts ou est subjugué. Il cherche souvent à réprimer l'ombre afin d'atteindre les biens de la société. Souvent, on s'identifie à ces archétypes-là. Et bien d'autres. Mais pourquoi introduisons-nous les concepts d'archétypes dans cette étude sur Jésus et actualité? Parce que Jésus est précisément l'archétype coordonnateur. Dans le sens où Jésus a mis à jour notre archétype primordial. C'est pourquoi il est la bonne nouvelle. Joanne a dit que Jésus identifié à Dieu, il l'a démontré dans tous ses pas, appelant ses auditeurs à conquérir la réalité, les royaumes des cieux, qui est au bout de chacun. Donc, non seulement pour les thérapies d'amour et les enseignements qu'il propose, mais aussi par l'exemple de bonheur et la extériorisation de la paix qu'il rayonne. En plus d'être un enseignant, un modèle et un guide pour l'humanité, il est aussi le chemin à suivre pour trouver les soi. Ce qui dit Joanna et ce que nous devons comprendre très clairement les concepts, c'est que notre condition humaine nous rapproche tellement que
Il y a des gens dans le monde qui sont très cruels, très froids, très méchants. C'est parce que tout, tout le monde, c'est parce que nous pouvons tous l'être aussi. Par contre, s'il y a quelqu'un d'aussi éclairé, d'aussi aimant, d'aussi sage, d'aussi bon que Jésus, nous pouvons tous l'être aussi. Parce que quoi qu'il fasse un être humain, tout le monde est capable de le faire. Et cela nous fait penser que notre rôle dans le monde est notre contribution à la création. Il apporte une responsabilité individuelle à chacun, car si tout ce que j'ai fait, qui est très bon ou très mauvais, ce que je répète au fil des temps, génère une mise à jour de l'archétype, c'est l'héritage que je laisse à l'humanité. Donc, une immense responsabilité. Tout ce que j'ai fait, y pense, a un impact sur la création d'une manière ou d'une autre. Pour en revenir à cette idée d'un moule à gâteau, un structure, vous ne pouvez pas sortir de cette structure. Elle serait là. C'est pourquoi nous parlons de mettre à jour un archétype. Jésus n'a élevé, il a élevé notre niveau de possibilités d'action qui avec sa venue. C'est pour cette raison qu'il est venu euh, pour élever notre niveau de possibilités d'action. L'archétype donne la structure, mais chacun aura une saveur différente, d'autres couleurs, d'autres ingrédients, d'autres odeurs, comme nous avons dit. Ce sera toujours une expérience unique. La forme est la même, la structure est neutre. Ce qui fera la différence, c'est les contenus. Et c'est quoi les contenus d'un archétype? Ce sont les complexes. C'est donc, nous parlerons, c'est dans notre prochaine étude. Aujourd'hui, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et on va continuer avec les concepts de Jung dans notre prochaine rencontre, qui je ne sais pas quand encore, mais à propos des complexes. On va parler des complexes la prochaine fois. Donc, merci beaucoup. Je vais arrêter ici là.